Je vois arriver des femmes à 40 ans, elles ont eu un cycle un petit peu de travers, elles disent « Docteur, est-ce que c'est la ménopause qui s'annonce ?» Pas du tout. La ménopause, c'est archi clair, c'est un an complet sans règles aux alentours de la cinquantaine. Et on arrive effectivement à un âge moyen de 51 ans. AVS avec Philippe Robichon. AVS à votre santé tous les mardis. Nadia El Bouga est avec nous. Bonjour Nadia. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Sage-femme et sexologue clinicienne. Notre invité aujourd'hui, c'est Odile Bagot. Bonjour, Bonjour Odile. Philippe, bonjour Nadia. Ravi de vous retrouver, médecin gynécologue, auteur de Ménopause, pas de panique chez Mango. Vous êtes ce qu'on appelle une ménoptimiste. Plus que ménoptimiste, Ah. une ménopausée heureuse. Ah, En plus. Pour une fois que quelqu'un dit qu'elle est ménopausée, il y a très peu d'exemples de femmes qui le disent aussi facilement d'ailleurs. Eh ben, parce que ça reste encore un tabou que nous allons faire exploser ce matin, je suis sûre. C'est fou finalement que ce soit un tabou la ménopause alors que tout le monde y passe finalement. Alors ça reste un tabou parce qu'on survalorise la maternité et la fertilité. C'est pour ça que la ménopause reste un tabou. Absolument. Et il y a d'ailleurs des études qui ont bien montré que ce qui est vraiment important et ce qui pose problème aux femmes inconsciemment dans la ménopause, ce n'est pas la perte de la sexualité, entre autres, mais bien la perte de la maternité. Et le marqueur, il est là. Que les femmes aient eu beaucoup d'enfants ou qu'elles aient choisi de ne pas en avoir, même si consciemment, elles ne souhaitent plus avoir d'enfants, malgré tout, ce qui se termine là, c'est la maternité. Exactement, parce qu'en fait, on a encore, on est au XXIe siècle, et malheureusement, l'image de la femme respectée, honorée, c'est la mère. Donc, la femme, tout simplement, femme et qui s'assume en tant que femme et qui vit toutes ses facettes de femme, n'est pas encore totalement intégrée, même par la jeunesse actuelle. Absolument. Et alors, si on regarde du côté des freudiens et des psychanalystes, l'interprétation est différente. C'est-à-dire que la femme, elle vit, comme on dit, dans la castration, elle n'a pas de pénis. Et qu'est-ce qui vient faire substitut de pénis chez la femme? En fait, c'est le fœtus qu'elle peut porter. Donc, c'est la maternité. Donc, la ménopause pour les psychanalystes, c'est carrément une double castration. De votre pratique, Odile Bagot, est-ce que vous avez vu l'âge de la ménopause changer ? Est-ce que les femmes sont ménopausées plus tard qu'avant ou plus tôt qu'avant ? Non, l'âge de la ménopause reste relativement stable aux alentours de 51 ans, âge moyen. Alors, on parle de ménopause précoce, au sens médical du terme, avant 40 ans, mais avant 45 ans, c'est déjà une ménopause un peu tôt. Et de ménopause tardive après 55 ans, qui ont des petites implications cliniques. D'ailleurs, c'est la question qui revient le plus souvent, ça. C'est à quel âge la ménopause ? C'est pas tant la question à quel âge, c'est plutôt c'est quoi la ménopause. Parce que je vois arriver des femmes à 40 ans, elles ont eu un cycle un petit peu de travers, elles disent « Docteur, est-ce que c'est la ménopause qui s'annonce ?» Pas du tout. La ménopause, c'est archi clair, c'est un an complet sans règles aux alentours de la cinquantaine. Donc ça, c'est la ménopause et on arrive effectivement à un âge moyen de 51 ans. Oui, c'est vrai que, au final, cette ignorance, elle rentre, on va dire, dans un panier d'ignorance bien lourd, qui est celui tout simplement de comment je fonctionne en tant que femme. Donc, il y a... Alors, les jeunes femmes, maintenant, s'intéressent un peu plus à leur cycle et à tout ce qui touche aux menstruations et à la fertilité, d'ailleurs. Mais c'est vrai que nous avons fait une émission sur la vitrification d'ovocytes et on s'est rendu compte que effectivement les femmes ne savent pas à partir de quand il faut s'inquiéter de leur fertilité, en tout cas de leur limite de fertilité. Et donc par extrapolation, elles ne se questionnent pas et ne s'inquiètent pas également de ce que peut être la ménopause et cette période-là de leur vie. Et étonnamment, je trouve que les femmes sont plus inquiètes en périménopause, quand elles ne savent pas ce qui va leur arriver, qu'une femme qui est ménopausée, elle arrive dans un état d'équilibre, et bien là, souvent ça se passe relativement bien. Ce qui est compliqué, c'est la rupture d'équilibre et c'est l'anxiété de ce qu'il va avoir. Et moi, par exemple, j'ai un souvenir, je devais avoir 45 ans, je vais voir un très cher confrère qui me demande si j'étais ménopausée. Mais j'avais envie de lui balancer 2 claques, honnêtement. Et ça m'a, à 45 ans, ça m'a beaucoup énervé. Parce que c'est venu comme ça, instinctivement. Alors que maintenant, à 61 ans, je suis très heureuse de clamer à toute la terre que je suis ménopausée. Ah, c'est sur le coup que c'est compliqué. C'est-à-dire quand on n'y est pas encore, parce que, comme tout le monde, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et puis, il y a quand même le marqueur ménopause et âge. Souvent, on confond c'est les vrai, la vérité, c'est ça. Oui. Et les femmes attribuent souvent, en fait, des symptômes qui sont liés à l'âge. Exemple, la prise de poids à la ménopause, alors que c'est parfaitement différent, indépendant, les deux.
Et elles pensent toutes que Ça, c'est la faute de la intéressant. ménopause. Oui, parce que si vous voulez, dans les idées reçues, c'est la ménopause fait grossir. Ouais. Erreur, grave erreur. Si c'était le cas, on aurait un poids stable, je suis ménopausée, bam, je prends 10 kilos. C'est pas comme ça que ça marche. Entre 40 et 60 ans, si on compte large, eh bien, on a une augmentation progressive du poids. Et ça, c'est pour des raisons tout à fait physiologiques et naturelles. Pourquoi ? On a une perte en fait de la masse musculaire qui commence assez tôt, vers 35-40 ans, ce qu'on appellera la sarcopénie. Et cette baisse de masse musculaire va faire qu'on va brûler moins de calories, y compris quand on dort. Et ça, il y a des raisons, je dirais, naturelles pour cette perte de muscle, parce que les acides aminés qui forment le muscle, donc la protéine, quand on les absorbe à partir de 40-45 ans, eh ben, ils vont être déviés vers le foie, la rate, le cœur, qui devront vivre le plus longtemps. Et ça ne va pas aller aux muscles. Pas de protéines, pas de muscles. Et voilà. On a pris un mot, sarcopénie. La sarcopénie. Ouais. Ouais. Là, déjà, il faudra qu'on le recasse dans la semaine. Oui, Ça voilà. fait chic, hein. Les gens connaissaient la sarcoïdose avec Dr House à l'époque. C'était autre chose, ça. C'était autre chose. C'est la sarcopénie. Non, parce que si on veut retenir les mots, il faut les utiliser. Est-ce qu'il y a un test aujourd'hui en pharmacie qui permet de valider la ménopause ? Non, je dis et je redis, la ménopause, c'est un an complet sans règles. Alors, il est Il n'y vrai a rien qui puisse... Il n'y a pas une prise de sang Il y a un petit indicateur Mm. que parfois prescrivent les médecins et auquel les femmes s'accrochent parfois. n'est pas C'est une hormone qui n'est totalement, pas, qui est juste un indicateur. C'est une hormone qui vient de l'hypophyse, qui s'appelle la FSH. Et cette FSH, son travail, c'est de stimuler l'ovaire pour qu'il fabrique un ovule pour pouvoir ovuler. Et cette FSH, elle augmente régulièrement au fur et à mesure qu'il y a des petits ratés dans l'ovulation. Et ça commence déjà en périménopause. Donc, une FSH légèrement augmentée nous dit que la ménopause va peut-être se pointer dans 1, 2 ou 3 ans, mais n'est absolument pas un diagnostic de ménopause. Et tout le monde pense, beaucoup de personnes pensent, de femmes et de médecins, que je dose la FSH, attention, si elle est augmentée, je suis ménopausée. Non, pour ça, il faut avoir un an complet sans règles. Ça se complique un petit peu, on s'en sert cependant, chez les femmes entre 40 et 50 ans qui ont une contraception sans règles. Ah, parce que là, évidemment, on est un peu embêté. Comment je fais pour voir un an sans règles si déjà, j'ai pas de règles à cause de ma pilule, mon stérilet ? Compliqué. Là, on se sert de la FSH. Parce que la FSH, elle a un autre intérêt, c'est aussi un indicateur de fertilité. Et une FSH aux alentours de 50 ans, supérieure à 25, on va dire, ça vous garantit que vous risquez plus les bébés, ou vous n'avez plus de chance de bébé. Ça dépend comment vous regardez les choses. À ce moment-là, si on a une contraception sans règles, on peut se dire, j'arrête ma contraception et je regarde si elles reviennent. Si dans un an, on ne les a pas vues, c'est qu'on est ménopausé. Si elles reviennent dans l'année, on ne l'est toujours pas. Même avec une FSH à 30 ou 40. Pourquoi expliquez-nous, Odile, quelle est la différence entre une périménopause et une préménopause ? C'est en fait la même chose. Souvent, Ah bon, alors c'est plus chic de dire la péri ? oui, le terme scientifique actuel, c'est plutôt périménopause. Mais je dis la préménopause, elle commence à la puberté. Hein. On est toujours avant la ménopause. Oui, mine de c'est rien. ça. Donc, à partir de quand on est en prénopause, tant qu'on Voilà, n'est pas en pas- Je ne ménopause. peux pas gagner ce matin, vous êtes deux là. Ah oui, là, ça va être terrible. Ça, C'est tiens, mort, là. voilà. Alors, en fait, la périménopause, elle débute, en moyenne, toujours vers 45-46 ans. Elle peut durer entre 3 et 5, 7 ans. Hein, ça peut être assez long. Et là aussi, il faut se fier à la clinique, c'est-à-dire ce qu'on voit ou ce qu'on ressent. La périménopause, c'est quoi ? D'un côté, on peut avoir des manifestations dites d'hyperœstrogénie relative, c'est-à-dire qu'on est trop sous l'influence des œstrogènes. Donc, on va avoir des règles anarchiques, elles vont venir trop souvent, elles vont être abondantes, voire hémorragiques. Et puis, tout à coup, on se retrouve 2, 3, 4 mois sans règles. Donc là, on va être en hypoœstrogénie, on ne va pas avoir assez d'œstrogènes, on aura des bouffées de chaleur, on est comme en ménopause. Et puis, ça peut de nouveau se détraquer. Donc, c'est ça la période compliquée, mine de rien. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est ça qui est difficile pour les femmes, parce qu'elles ne savent plus où elles en sont. Elles peuvent avoir des sautes d'humeur, parfois elles sont fatiguées parce que leur utérus saigne beaucoup, d'autant plus qu'il est fibromateux. Et puis, dans la période dite en ménopause, c'est quand même pas toujours facile de se réveiller la nuit avec des bouffées de chaleur. Une fois qu'on a passé le cap, qu'on a cette année sans règles, ensuite, soit ça se passe bien, et on reste comme ça, soit s'il faut, on a le droit de traiter. Est-ce que ça veut dire que les symptômes de la périménopause sont les mêmes que ceux de la ménopause ? Dans les périodes comme en ménopause, d'hypoœstrogénie, oui. Et puis, il y a d'autres périodes où c'est l'inverse. Où il y a trop d'œstrogènes, il y a mal au sein, syndrome prémenstruel, troubles de l'humeur et règles anormales. Donc, c'est un mélange des deux, sans savoir sur quel pied danser. État dépressif aussi. Alors, l'état dépressif, c'est vrai qu'il y a une part hormonale par rapport, je dirais, aux troubles de l'humeur. Et puis,
50 ans, c'est le milieu de la vie. C'est le milieu de la vie. On regarde qu'est-ce que j'ai fait de ma vie et puis qu'est-ce qui m'attend maintenant. Qu'est-ce que j'ai fait aussi de mon couple. Et c'est quand même une période qui peut être difficile pour un couple. Hein, parce qu'hommes et femmes, on n'a pas la même notion du temps. Hein. En tant que femme, notre temps, il est cyclique. Hein, c'est un éternel recommencement. Hein. J'ai mes règles, mon cycle recommence et puis ça s'arrête et ça recommence et ainsi de suite. La ménopause, c'est aussi un arrêt. L'accouchement, c'est aussi un changement d'état. Donc, la femme est habituée à des petits abandons réguliers, mais pour rebondir sur quelque chose. Alors qu'un homme a une notion plus linéaire du temps et qu'il n'a pas forcément intégré dans son intimité. Et cette notion linéaire du temps, quand il se rend compte que l'ascension physique, sociale, professionnelle, à partir de 50 ans, elle va décliner, c'est souvent une période de crise. Et une étude genevoise a bien montré que les périodes de crise importantes pour les hommes, c'est aux alentours de 50 ans. Les femmes, c'est un peu plus tôt, vers 45 ans, et ensuite elles ont plus ou moins réglé leurs problèmes, et elles sont reparties pour une nouvelle tranche de vie. Donc finalement, qu'est-ce que vous conseillez comme contraception pour une femme entre 45 et 50 ans ? Alors, contraception 40-50 ans. Est-ce qu'il faut la changer et l'adapter à la période ou pas ? Absolument. Alors déjà, les femmes qui étaient sous œstroprogestatif, c'est-à-dire sous une pilule avec des œstrogènes, le risque vasculaire, il augmente avec l'âge. On a l'âge de ces artères. Il faut penser à changer de contraception. Qu'est-ce qu'on peut proposer à une femme ? On a des contraceptions, celles qui étaient habituées à une pilule, entre guillemets. On a des pilules progestatives où il n'y a pas d'œstrogène. Donc là, on n'a pas de risque vasculaire. Donc ça, c'est une contraception tout à fait possible. L'avantage de ces contraceptions progestatives, c'est que ça met en aménorrhée, donc il n'y a pas de règles. Et je vous rappelle qu'en périménopause, les règles, c'est un peu le bazar. Donc ça, c'est une possibilité. On a aussi des stérilés à la progestérone qui vont avoir, sans bloquer le cycle, un effet sur l'utérus. Surtout ces utérus qui, à 80%, vont devenir fibromateux, donc saigner plus. Ils vont saigner moins avec un stérilet à la progestérone. Le stérilet au cuivre, si on a une contre-indication absolue à toutes les pilules ou si c'était la contraception qu'on avait avant, on peut le conserver si ça se passe bien, si on n'a pas de règles hémorragiques. Parce qu'un stérilet au cuivre, il va augmenter l'abondance des règles le plus souvent. Donc ça, c'est une contraception possible. Celle qui avait une contraception naturelle avec l'observation des cycles et tout ça, à la fois, c'est un peu plus sportif parce que les cycles sont plus aussi réguliers, mais d'un autre côté, la fertilité est beaucoup plus basse. Hein. Donc, c'est un choix à faire. On a appris déjà un nouveau mot tout à l'heure dans la première partie, la sarcopénie. Et bien maintenant, le deuxième mot compliqué de la matinée, ce sont les troubles vasomoteurs. Shkoun, Odile. Troubles vasomoteurs, eh bien, ce sont vos vaisseaux qui s'ouvrent et qui se ferment. Et quand un vaisseau il s'ouvre, il se dilate, qu'est-ce qui se passe ? On perd de la chaleur, on a une bouffée de chaleur. Bouffée de chaleur qui est vraiment le symptôme dans les troubles climatériques, si vous voulez un nouveau mot. Je pensais que c'était ce mot-là que vous alliez citer. aussi, Le Non, climateur. le climatère. Non, moi, j'avais aucun problème avec mon climatère, Pas de Nadia. problème de climatère, Philippe. On est heureux pour vous. Vous n'avez pas de problème de Franchement, j'étais climatère. vraiment bien avec mon climatère, mais avec ma vasomachin. Il perd de sa part féminine. Exactement. Donc, ce sont les bouffées de chaleur qui peuvent être soit des suées nocturnes, donc les gouttelettes, c'est souvent nocturne, ou ça peut être des bouffées de chaleur sèches. On a l'impression d'être une cocotte minute, on a très chaud, on devient rouge parfois, et puis ça disparaît. Ça touche quand même pratiquement le 3/4 des femmes, au moins en début de ménopause. Hein. Rares sont les heureux élus qui n'en ont point. Et c'est vrai que les hommes ont du mal à comprendre cette partie-là. Donc comment est-ce que vous les prenez en charge efficacement, Odile ? Les bouffées de chaleur. Ou pas ? Ou pas. Ou il faut faire avec. Ouais. Non, il faut jamais faire avec. Il y a toujours moyen de s'en sortir. Dans un premier temps, alors d'emblée, on va dire que le traitement hormonal de la ménopause, si on en parle tout à l'heure, ça marche quasiment à tous les coups. Parce que vous n'êtes pas contre les hormones, il faut le dire. Oui, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'être pour ou contre, c'est comme pour les contraceptions, c'est à chaque femme, selon ses besoins et selon ses indications et ses contre-indications, est-ce qu'on peut proposer quelque chose, hormonal ou pas hormonal. Donc pour les bouffées de chaleur, si elles sont réfractaires à tout ce que je vais vous expliquer, le traitement hormonal de la ménopause en vient toujours à bout. Alors on a plein de solutions avant. On a la phytothérapie, donc tout ce qui concerne les plantes, mais attention, il y a des plantes qui sont typiquement de type œstrogénique, comme par exemple le soja, ça restera une contre-indication pour une femme avec un cancer du sein, par exemple. On a un acide amine. On est souvent perdu sur les enquêtes qui concernent d'ailleurs les sojas, parce que les sojas, tous les 10 ans, il y en a, c'est ou bon ou mauvais.
Il y a un rapport de 400 pages de l'AFSA là-dessus, si vous voulez. Je peux si vous avez des insomnies, c'est très chouette à lire. C'est vrai. Non, ça vous dit pas? Non, mais moralité, parce que c'est vrai que sur le soja, on a lu tout et n'importe quoi. Alors, moralité, donc l'AFSA a vraiment fait une enquête, l'Agence pour la sécurité des aliments et des médicaments, a vraiment étudié toutes les molécules qui sont ce qu'on appelle des phytoestrogènes. Alors, il y a le soja, mais vous avez aussi le lin, vous avez le houblon, il y a le trèfle, etc. Donc, ils ont mesuré leur activité œstrogénique qui est réelle. Donc, si elle est réelle, ça veut dire qu'elle peut avoir un bénéfice sur les bouffées de chaleur et sur nos troubles vasomoteurs, mais que par principe de précaution, il vaudrait mieux ne pas les utiliser quand on a été touché par le cancer du sein. Alors, pas dans l'alimentation, dans des quantités raisonnables. Évidemment, il ne faut pas vous nourrir que de lait de soja, de tofu et de yaourt au soja. Mais un yaourt au soja de temps à autre, ça ne pose pas de problème, même si vous avez des antécédents. En revanche, les compléments alimentaires à base de soja en quantité importante, il faut d'abord respecter la posologie et ne pas en abuser et ne pas en prendre quand on a des contre-indications. Donc ça, c'est utile, mais à prendre avec circonspection. Maintenant, donc, il y a un acide aminé qui s'appelle l'abufène, qui a un effet sur les bouffées de chaleur, qui n'est pas à tous les coups, mais qui aide. Il faut savoir que tous les traitements proposés complémentaires pour les bouffées de chaleur ont au minimum 50% d'effet placebo. Mais on s'en fiche. Tout ce qu'on demande, c'est que la moitié des femmes soient soulagées. En homéopathie, il y a un remède homéopathique, un médicament homéopathique qui s'appelle l'Akésis, qui ne fonctionne pas si mal que ça. Et dans les 3 laboratoires français comme ça, vous êtes tranquille, il n'y a pas de publicité. Ils ont tous un complexe pour la ménopause. Donc ça, vous regarderez vous-même si vous voulez. L'acupuncture. L'acupuncture, c'est intéressant parce qu'une bouffée de chaleur, dans la réflexion de la médecine chinoise, c'est un excès de yang et une insuffisance de yin. Donc en acupuncture, si on renforce le yin, on va avoir un effet sur les bouffées de chaleur, mais ce sont des séances qui sont très très régulières à faire. Et puis, vous avez l'éventail. Ça coûte pas cher, ça marche. L'ouverture des fenêtres. Façon 18e, 19e. Voilà. Quand ça vous arrive en pleine nuit, racontez-moi là. Alors, pour la nuit, c'est très facile. Ouais. Vous achetez 2 couettes. Vous faites lit commun, mais couettes séparées. Un qui aura une petite couette fine et l'autre qui aura la couette épaisse. Et vous ouvrez la fenêtre. Et vous négociez tous les soirs. Est-ce qu'on ouvre la fenêtre ou pas? Voilà. J'ai vu que vous parlez d'une plante dans votre livre. Ça s'appelle c'est l'acté à grappe noire. Voilà, Actea racemosa ou le Simicifuga. Alors, c'est nous, les auditeurs sont tous fans de ça. Alors expliquez-nous, parce que j'ai jamais entendu parler de ça. On retrouve en homéopathie d'ailleurs. Alors oui, l'Actea racemosa en homéopathie, mais l'indication d'Actea en dilution homéopathique n'est pas dans les bouffées de chaleur. Et là, il n'y a pas de contre-indication en prenant Actea racemosa en homéo. En revanche, l'Actea grappe noire, qui est une plante amérindienne, a montré son effet. Alors, elle n'est pas typiquement œstrogénique. On sait qu'elle a aussi un effet périphérique sur les vaisseaux. C'est difficile à évaluer parce que contrairement, le problème de toutes ces phytothérapies, toutes ces thérapies complémentaires par rapport à un médicament, c'est qu'on n'a pas les mêmes études. On n'a pas 2000 patientes, le traitement versus placebo. Donc, on regarde l'effet traditionnel de la plante, et c'est tout à fait respectable. On dit traditionnellement, c'est utilisé dans. Et donc, l'Actea grappe noire, elle existe sous forme de comprimés, de décoction, de tout ce que différentes formules. Mais de là à avoir prouvé son efficacité, c'est plus difficile. Donc, les femmes ont le choix entre la petite picouche chinoise ou la plante amérindienne. On peut voyager quand on a des bouffées de chaleur. Et pourquoi ces bouffées de chaleur sont-elles présentes essentiellement en début de ménopause? C'est une bonne question. Je n'ai pas la réponse. On a un dérèglement... Alors, franchement, merci d'être venu, Odile. En fait, il y a un dérèglement de notre thermostat. C'est-à-dire qu'il y a un thermostat au niveau de l'hypothalamus, là, qui est réglé sur plus ou moins 4 degrés, normalement. Et en ménopause, le réglage, il est vachement plus fin. Et dès qu'il y a un petit peu de variation de température, ça va mettre en route tous les mécanismes, dont la bouffée de chaleur, d'élimination de cette chaleur. Mais on ne connaît pas tous les mécanismes des bouffées de chaleur. Et j'en veux pour preuve la chose suivante. Les bouffées de chaleur en ménopause, on en viendra toujours en bout en compensant la carence en œstrogène. Puisque la ménopause, vraiment, le fondement, c'est il n'y a plus assez d'œstrogène. Vous donnez des œstrogènes à 99% des femmes qui ont des bouffées de chaleur, elles n'auront plus de bouffées de chaleur. On se dit, la bouffée de chaleur, c'est la manque d'œstrogène. Vous prenez une jeune anorectique de 16 ans qui a des œstrogènes aussi bas qu'une femme ménopausée. Elle n'en a plus du tout, parce qu'elle n'ovule plus, elle n'a pas de graisse pour fabriquer des œstrogènes, elle n'a pas de bouffée de chaleur. Il y a encore des choses à découvrir. Ouais, c'est intéressant ça. Bien.
Alors, parmi les autres symptômes, dont le plus connu, c'est la sécheresse vaginale, c'est le deuxième. On le gardera pour tout à l'heure. Il y a aussi toutes les pathologies qui sont autour de la vessie. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que la vessie fait des siennes au moment de la ménopause ? Alors, la vessie, elle est en proximité du vagin. Donc, il y a juste la muqueuse, le tissu de la vessie, le tissu du vagin, ils sont vraiment accolés et des œstrogènes passent à travers la muqueuse vaginale vers la vessie. Et la vessie a aussi des récepteurs aux œstrogènes. Et donc, la vessie, quand elle est en carence en œstrogènes, elle va être plus sensible aux infections urinaires. Elle aura une continence qui sera un peu moins bien. On peut avoir des petites fuites. Les tissus, par ailleurs, du périnée vont se relâcher en ménopause, mais aussi pour des questions d'âge. Et là, on aura plus tendance à avoir des petites descentes de vessie, et ainsi de suite. Donc, la vessie, sans œstrogène, elle est effectivement un peu plus capricieuse. On parlait de tabou. La fuite urinaire, c'est un tabou, ça je peux vous dire aussi. Oui. Alors, j'ai la question pour tout de suite mettre les femmes à l'aise. Je leur demande, êtes-vous étanche ? Elles sourient, elles répondent à la question. Les cystites, tabou. Vous avez non, mais avec vous, il n'y a pas de tabou. Comme vous dites, la ménopause, ça fait pas mal. Ah ben non, ça fait pas mal la ménopause. Ça fait chaud, ça peut faire mal quand même à la muqueuse vaginale. Mais pas dès le début. Il faut savoir, la muqueuse vaginale, son nutriment, ce sont les œstrogènes, sa sécrétion, c'est sous l'effet œstrogénique. Et une muqueuse vaginale, sans œstrogènes, c'est comme une paire de chaussures que vous ne cirez pas. Ça craquelle, c'est pas très confortable, ça peut fissurer. Et donc là, effectivement, c'est un vrai souci. Alors, c'est pas tout au début, il faut un certain temps, c'est logique, pour que cette muqueuse s'abîme. Et le problème, c'est que si la muqueuse est moins confortable, les rapports seront peut-être moins agréables, on en aura moins on mange, moins on a faim, moins on a de rapports, plus la muqueuse va être fragile. Et là, on rentre dans un espèce d'effet domino qui peut poser des problèmes. Alors, les rapports sexuels, on précise bien avec pénétration. Oui, tout à fait. Parce qu'effectivement, ça peut ne pas du tout impacter les rapports sexuels si la pénétration n'est pas... extrêmement centrale dans le rapport sexuel. Oui, tout à fait, Nadia, absolument. Oui. Et pourquoi est-ce que le vagin est à sec alors ? Si je peux parler comme ça. Mais... il est à sec parce qu'il a plus d'œstrogènes. Et donc, les œstrogènes, à la fois, donnent sa souplesse à la muqueuse qui va sécréter ce qu'on appelle le transsudat. Et au moment des rapports sexuels, ce qu'on appelle la lubrification, elle va être moins abondante, elle va mettre plus de temps à se mettre en route. Et les œstrogènes nourrissent aussi les bons germes qu'il y a au niveau du vagin qui font les petites pertes blanches qu'on appelle les lactobacilles. Donc, plus d'œstrogènes, plus de lactobacilles, une muqueuse qui est moins souple. Pas terrible. Est-ce que la femme le ressent en temps normal ou pas ? Elle le ressent surtout, effectivement, au moment des rapports sexuels avec pénétration. Mais sinon, pour qu'il y ait une sécheresse vaginale externe et qu'elle soit gênée, c'est beaucoup plus rare. Et surtout, on a une pathologie qui est fréquente, qui est souvent méconnue, y compris des praticiens, qu'on appelle le lichen scléreux atrophique. Vous voulez un nouveau mot ? Non ? Alors, lichen, après scléreux atrophique. Ah, il est beau celui-là. je savais qu'il vous plairait. Et ça, c'est plus fréquent qu'on ne pense. Et ça donne des démangeaisons la nuit, des fissures, des douleurs, une vraie sensation de sécheresse. Et on passe souvent à côté chez une femme ménopausée parce qu'on dit « Ah !» c'est la sécheresse vulvo-vaginale de la ménopause. Non, c'était un lichen scléreux. Et ça se traite autrement. Ça se traite comment ? À la cortisone. C'est une corticothérapie au long cours. C'est le seul cas en médecine où on applique la cortisone au long cours. Et puis un autre symptôme ou une conséquence, c'est l'ostéoporose. Alors comment est-ce qu'on la détecte ? Alors ça fait partie des signes qu'on ne voit pas de la ménopause. L'ostéoporose, il faut déjà savoir si on a des facteurs de risque d'ostéoporose. Parce qu'une ostéoporose, c'est deux choses pour faire le diagnostic. C'est un examen radiologique qu'on appelle la mesure de la densité minérale osseuse qui est pathologique, plus un facteur de risque. C'est pas juste un diagnostic qui est fait sur un chiffre ou sur une mesure, contrairement à ce qu'on imagine. Donc on a une DMO pathologique et à côté de ça, on a quoi ? On a déjà fait une fracture. Ça, c'est le facteur de risque principal. On a eu une corticothérapie au long cours dans sa vie, par exemple les asthmatiques. On était fumeuse. Ça aussi, c'est un facteur de risque d'ostéoporose. On a eu des grandes périodes sans règles, comme par exemple une anorexie mentale pendant longtemps, enfin sans règles, sans parler des contraceptions sans règles, là ça c'est à part, mais naturellement sans règles, là, où on a eu une ménopause précoce.
à ce moment-là, si on a une DMO qui est pathologique, il faut traiter l'ostéoporose. Quel est le lien entre le tabagisme et l'ostéoporose ? C'est un lien épidémiologique qui a été remarqué, qu'avec le tabagisme, les femmes ont une densité minérale osseuse qui est moindre. D'accord. Ouais. Elles ont aussi une ménopause un peu plus tôt en moyenne. Oui. Bien, alors dans un instant, nous allons parler du SMIC, si vous êtes d'accord. Je savais qu'il accrocherait sur mon SMIC. Ah ouais, non, mais attendez, faut faire durer le suspense. Tu sais que le SMIC, ça se mérite, hein, Odile. C'est pas un sujet qu'on aborde comme ça. On parlait du SMIC, qu'est-ce que c'est que le SMIC ? Alors, le SMIC, c'est une appellation contrôlée personnelle. Quiconque s'en revendique sans mettre que c'est d'Odile Bagot sera traîné en justice et déposé tout. C'est le sexe minimum indispensable et consenti. C'est quoi cette affaire ? En fait, ça correspond à une thérapie, on va dire comportementale, sexologique, tout à fait classique, pour des couples qui, pour une raison ou une autre, ont vu leur sexualité s'étioler, avoir de moins en moins de rapports, et tout d'un coup, on n'a plus envie, ça fait 3, 4, 6 mois, 1 an qu'on n'a plus eu de relation sexuelle, et puis on ne sait pas comment s'y remettre. Eh bien, si ce couple, avant l'événement déclenchant, ça peut être le premier accouchement, hein, parce que quand même, au point de vue sexuel, vous savez que c'est quand même pas facile pour les couples, hein, c'est un vrai tsunami, un premier enfant. Hein. Donc, un accouchement, un cancer du sein, une longue période de chômage pour l'homme, enfin, voilà, il y a des circonstances à la vie qui font que petit à petit, on a perdu, en fait, le fait d'avoir des rapports sexuels réguliers. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là ? Qu'est-ce qu'on propose ? Déjà, un certain nombre de choses à savoir. Moins on mange, moins on a faim. Donc, moins on aura eu de rapport, moins on aura envie, contrairement à ce qu'on imagine. On a les mêmes métaphores culinaires, hein, vous avez vu. Mais, non, mais c'est vrai que... On fait vraiment la paire. Nadia compare toujours le sexe à la cuisine. Ah ben, c'est pas loin, oui, effectivement. Bon. Donc, ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que, contrairement à ce qu'on imagine, si on veut réveiller le désir, il va falloir mettre la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire que c'est en reprenant des rapports qu'à ce moment-là, le désir va pouvoir revenir. Donc, monsieur et madame se mettent d'accord, on va pas signer un contrat, mais on va se dire, voilà, quel est le moment où, minimum syndical une fois par semaine quand même, on va pouvoir se retrouver dans les meilleures conditions pour reprendre notre vie sexuelle. Alors, devinette, est-ce que vous savez ça, Philippe ? Quelle est l'heure où la femme a la meilleure libido ? Ah, mais vous le dites dans votre livre. C'est écrit, alors c'est triché. Nous, on va tricher, forcément. Voilà, vous trichez. Voilà, autour de 15 heures. Voilà, vers 15 heures. Donc, il y en a, ça peut c'est être... pour ça qu'on appelle ça les 15-17. Hein, c'est les... Voilà, donc ce que j'appellerais la sieste crapuleuse, n'est-ce pas ? Ouais. Donc, on peut se mettre d'accord sur un moment, jour, heure. Et à ce moment-là, ça veut dire d'abord que pendant la semaine, on va pouvoir avoir des gestes de tendresse, se reprendre dans les bras, sans penser forcément que l'un va être frustré parce qu'on ne donnera pas suite à ses avances, par exemple. Et ça, c'est important parce que quand il n'y a pas eu de rapport depuis longtemps, c'est assez souvent le fait de la femme, elle n'ose plus, elle aimerait bien être prise dans les bras, mais elle dit attention, il va prendre ça comme une avance et il y aura une frustration. Donc, de retrouver cette tendresse, ça, c'est déjà extrêmement important. Et puis, le jour J, l'heure H, il va falloir que la femme se prépare. Parce que ce qu'on ne sait pas toujours, c'est qu'on a une différence de tempo. Pour qu'une femme, éventuellement, pourquoi pas, si tout va bien, si les planètes sont bien alignées, je serais peut-être susceptible de... Ça, c'est pas les préliminaires, il faut 20 minutes. Or... Ça tue la spontanéité, hein, votre histoire. Eh bien, c'est pas grave, il y a des habitudes qui sont agréables. Je veux pas dire, mais... Ah oui, mais la spontanéité, ça marche pas chez la femme dans l'habitude. Ça marche les 2 premières années avec l'ocytocine, le coup de foudre, tout ce que vous voulez. Mais là, juste comme ça, pof, ça me prend, j'ai envie, c'est très masculin. Et savez-vous combien de temps il y a entre le premier stimulus sexuel et le tout début de l'érection chez l'homme quand il est en forme ? 6 secondes. Vous voyez qu'on n'est pas dans la même temporalité quand même. Donc, il y a déjà ces 20 minutes où il faut se préparer. 6 secondes, mais après 50 ans. J'ai dit s'il est en forme, j'ai rien dit de plus. Je sais pas, parce que si vous êtes ménopausé, votre mari, il a sensiblement, le même âge. Oui, mais je vous parlerai de synchronisation tout à l'heure. Bon. Donc, il faut donc que la femme puisse se mettre en condition. Et pour se mettre en condition, ne serait-ce que pour sécréter de l'ocytocine, de la dopamine, éventuellement des endorphines, eh bien, elle peut prendre une douche, elle peut faire un peeling pour stimuler les terminaisons nerveuses en superficie de la peau. La caresse sera plus agréable et ça mettra le corps en condition. On peut insister un peu sur les bouts de sein clitoris, ce qui permet à ce moment-là d'être déjà dans des conditions pour accepter le début de la relation sexuelle. Et si on parle de tempo, éventuellement que les préliminaires ne prennent pas trop de temps.
Parce que chez une femme ménopausée, il faudrait prolonger les préliminaires. Et comme vous le disiez, le monsieur à 50 ans, ce serait bien si ça allait un peu plus vite. Donc là, s'il faut, on peut utiliser un lubrifiant. Et quand on a repris dans la thérapie du SMIC, un rapport après régulier ce week-end, on va dire le week-end, parce que souvent là les gens ont le temps, d'accord. Ça s'est bien passé, même si ça se passe pas bien, c'est pas grave. Il y a une session de rattrapage la semaine d'après. On en a vu d'autres. À cet âge-là, bon. Et donc, ça permet à un couple de reprendre des habitudes. Alors, c'est un peu téléphoné, je suis d'accord, mais il y a des coups de fil qui sont agréables. D'accord. Mais est-ce que techniquement, il y a une baisse, comme on l'a dit longtemps, de désir ? Non. Hormonalement, en théorie, ça ne devrait pas être le cas. Alors, le désir, la libido, chez la femme, elle est très contextuelle. Il y a une petite part hormonale, c'est vrai. Mais la part hormonale de la libido est liée à l'hormone mâle, à la testostérone. Or, au moment de la ménopause, il y a moins d'œstrogène, mais la testostérone est toujours importante, voire un peu plus, puisque le 3 poils au menton, ça vient quand même de la testostérone. Le problème, ce ne sera pas la libido chez la femme, ce sera plutôt le fonctionnement. Comme il n'y a pas beaucoup d'œstrogène, le problème de la lubrification, de l'excitation. C'est plutôt là que ça se passe, cette histoire-là. Il n'y a pas une baisse de libido, hein. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Il n'y a pas de baisse de libido. Ce qu'il faut savoir, c'est exactement le même contexte que la grossesse. C'est-à-dire que la sexualité du couple lors de la ménopause de madame, en fait, c'est la sexualité qui existait bien avant la ménopause. Donc, en réalité, si on a dans un couple, si on a un couple finalement qui n'était pas désirant et où la femme n'a pas justement investi et complètement accepté le fait d'être désirante et désirée, on va retrouver cette problématique en fait en ménopause. Alors que bon, c'est la même chose d'ailleurs dans le cadre de la grossesse. Hein. On réinvente pas entre guillemets avec un claquement de doigts notre sexualité comme ça. C'est quelque chose qui se travaille à deux, qui se pense. On l'a déjà dit à plusieurs reprises. Hein, c'est très créatif la sexualité. Donc en réalité, si c'est pas quelque chose qui a été accompagné à deux durant toute la période de vie du couple, eh bien, on a la sexualité, on a notre sexualité à la ménopause, à l'image de celle qui précédait en fait, hein, en péri et préménopause. Donc, effectivement, ce que vous dites, c'est important. Je pense que les couples doivent vraiment prendre conscience, et c'est pour ça d'ailleurs que je ne parle pas de préliminaire, parce que voilà, on est toujours après dans une espèce de pénétrocentration, mais en réalité, tout ce que vous ferez dans votre couple est sexualité. Donc, vous l'avez dit, hein, la tendresse, les contacts, les différents types de toucher. Un couple, s'il veut durer, il n'y a pas de mystère. Il ne faut pas qu'il rompe avec le contact. C'est fondamental. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, que monsieur ait une dysfonction érectile, que madame ait une baisse de libido, ou plus envie, ou peur, ou quoi que ce soit, s'il garde le contact, il y aura effectivement toujours... On ne s'arrête pas de manger parce qu'on tombe malade. On continue à manger, non ? Parce que c'est vital. La sexualité, c'est du même ordre. Et pour un couple qui fonctionnait bien avant, hein, comme on dit, la ménopause réunit toutes les conditions favorables. Vous avez plus un gamin... C'est ce que vous dites, que finalement, voilà, c'est la bonne période, quoi. C'est une période bénie pour la vie sexuelle. Les études le montrent. Hein. Oui, en réalité, contrairement à ce qu'on pense, beaucoup de femmes disent qu'elles s'épanouissent après 40 ans pour certaines études, 50 ans pour d'autres. Hein. Donc, et on peut le comprendre parce que, si vous voulez, il n'y a pas que la dimension médicale, il y a la dimension aussi sociologique, enfin sociétale. On se libère de beaucoup de choses à cet âge-là aussi, hein, de la maternité, en tout cas de la potentielle maternité, des enfants qui quittent le nid familial. Il y a un épanouissement aussi professionnel, une espèce d'accomplissement de quelque chose. Effectivement, les femmes qui se trouvent dans une difficulté dans un autre pan de leur vie, ça va forcément impacter leur sexualité, mais c'est pas directement lié en fait à la mécanique sexuelle. Absolument. Et donc le contexte est tout à fait favorable en ménopause. Et pour une femme se connaît, elle connaît son partenaire quand c'est un partenaire ancien, ou si elle est dans la découverte nouvelle, mais elle sait quand même comment elle fonctionne, ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, et puis débarrasser effectivement de la contraception, des règles, du cycle, tout ce qui peut vous pourrir la vie, quand même une partie, surtout en périménopause. Donc c'est vraiment une nouvelle ère qui s'ouvre. Et d'ailleurs,
dans cette ère. On sait que le slow sex était très à la mode. D'ailleurs, vous le citez dans votre livre. Moi, j'invite vraiment les couples à s'initier au slow sex parce que c'est une autre aussi façon de rester en contact et de prendre le temps. De sortir de ces angoisses de performance et du côté de l'homme et du côté de la femme. Et n'oublions pas les hommes, effectivement, parce que c'est aussi à la fois une période de remise en question, on l'a dit, et une période où, pour des raisons vasculaires, eh bien, des petites pannes érectiles, il peut y en avoir de temps à autre, donc ça se dédramatise, ça s'accueille avec bienveillance, on en rit s'il faut, et puis c'est des choses qui reviendront d'elles-mêmes, ou si ça ne revient pas, on n'oublie pas d'aller consulter, parce qu'il y a aussi des pathologies. Bien. D'où l'intérêt d'ailleurs de vraiment redéfinir ce que signifie un rapport sexuel et de le décentrer de la pénétration. Voilà. C'est important parce que justement, que ce soit pour la femme ou pour l'homme, à un certain âge, si c'est... Oui, il y a une pénétration, il n'y en a pas, c'est pas grave parce que tout ce qu'on a eu ensemble, c'est notre sexualité. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut attendre, Odile, puisque vous avez commencé à en parler tout à l'heure, d'un traitement hormonal de la ménopause? Alors, le traitement hormonal de la ménopause, il est important qu'on remette les choses à plat et au clair par rapport à tout ça, parce qu'il y a plein d'idées fausses, plein de peurs qui circulent là-dessus. Donc, une femme qui a une ménopause qui se passe bien, on ne va pas lui proposer de traitement hormonal de la ménopause. Donc, dans les recommandations officielles, le traitement hormonal de la ménopause, c'est pour les femmes qui ont des symptômes de la ménopause qui altèrent leur qualité de vie. Vous vous réveillez 10 fois la nuit, vous essayerez votre chemise de nuit, et vous avez tout essayé, je pense qu'on pourra peut-être vous le proposer. Si on donne un traitement hormonal de la ménopause comme il est recommandé en France, c'est-à-dire avec les hormones biosimilaires, c'est-à-dire la progestérone biosimilaire, qu'on appelle donc, par exemple, l'utrogestan, Estima, enfin bref, ces produits-là, et l'œstrogène naturel, qui est le 17-bêta-œstradiol, et qu'on administre par voie transcutanée. On a une très grande étude française qui s'appelle... Donc sous forme de gel. Sous forme de gel, ou oui, c'est bien la traduction, sous forme de gel ou sous forme de patch, absolument. Donc, il y a une très grande étude française qui s'appelle E3N, sur pas loin de 100 000 femmes, qui a montré que si on utilise ces protocoles-là, on n'augmente pas le risque de cancer du sein pendant les 5 premières années, ça il faut le dire. Après, le risque de cancer du sein augmente un peu, il est multiplié par 1,2. Et on n'augmente pas non plus le risque vasculaire, au contraire, on diminue le risque vasculaire quand on donne des petites doses d'œstrogène par voie transcutanée. On n'aura pas de sécheresse vaginale, on ralentit la déminéralisation osseuse, on garde des vaisseaux souples, donc on a beaucoup de bénéfices et surtout on n'a plus de bouffées de chaleur. D'accord, mais alors sur combien d'années ? Alors les 5 premières années, alors la recommandation officielle c'est tous les ans on réévalue si on en a vraiment encore besoin. Sur 5 ans, parce que d'abord les risques sont moindres et les bénéfices supérieurs en début de ménopause, mais pour ça il faut être ménopausé complètement, c'est-à-dire 1 an complet sans règles. Je crois qu'on l'a bien compris ça, Odile. Hein. Je suis pas sûre. Mais c'est bien. C'est important de le répéter. Parce que là où ça ne s'est pas très bien passé, parfois dans la précipitation, au bout de 6 mois, beaucoup de bouffées de chaleur, on dit bon, allez, on va lui donner un traitement hormonal, comme ça, on le fiche la paix, ce qu'on ne devrait jamais faire. Et bien, c'est là que tout d'un coup, elle se remet à ovuler, il y a des problèmes hormonaux. Donc, 1 an complet sans règles. Et à ce moment-là, les 5 premières années, on peut le donner en toute quiétude. Ensuite, on réévalue, on essaye de diminuer les doses, très progressivement les doses. On fait parfois une fenêtre thérapeutique, on arrête, on regarde ce que ça donne et on discute avec chacune. La contre-indication qui persiste, c'est bien évidemment le cancer du sein, les antécédents de cancer du sein. Mais il faut bien comprendre qu'une femme sous traitement hormonal qui fait un cancer du sein, on va lui demander d'arrêter son traitement. Ça ne veut pas dire que le cancer du sein a été induit par le traitement. Mais dans les cancers du sein, on donne des anti-hormones. Bien. Vous reviendrez, Odile ? Oui. Venez. Odile Bagot, médecin gynécologue, auteur de Ménopause, pas de panique chez Mango. Voilà, qu'on montre à la caméra. Vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous regardez l'émission sur la chaîne YouTube. Merci, Odile, d'avoir été avec nous. Merci à vous, merci. Nadia, mardi prochain. Très belle journée santé sur Beurre FM.